Bienvenue à tous et à toutes dans cette sixième séance, ce sixième épisode consacré à la séquence 7 du programme d'histoire des classes de 4e, intitulé La Révolution française et l'Europe 1792-1815. Et vous allez comprendre, grâce à cette séance, vous allez mieux comprendre la problématique, quel changement la France révolutionnaire puis impériale essaie-t-elle d'imposer aux Européens. Dans essaie-t-elle, il y a cette idée que l'essai n'a pas été fructueux, qu'il n'a pas été couronné de succès, et vous allez mieux comprendre pourquoi aujourd'hui. Vous allez comprendre que Napoléon Ier a allumé la mèche d'une bombe qui lui a en partie éclaté à la figure, mais qui est une bombe à retardement qui fera des dégâts bien plus tard encore. Cette bombe, c'est la bombe des nationalités, ou plus exactement l'éveil du sentiment national. On va voir naître de manière brutale, de manière violente, assez sanglante même, un sentiment qui jusqu'alors était relativement inconnu en Europe et qu'on appelle le sentiment national. On va voir en quoi il consiste. Et on va voir que la France, en particulier impériale, est la cause de cet éveil du sentiment national, et on en verra en partie les conséquences au cours de la séquence. Grand F, l'éveil brutal du sentiment des nationalités en Europe, et donc notre problématique du jour, la question à laquelle nous allons nous efforcer, si possible avec succès, de répondre, sera la suivante. En quoi l'oppression imposée par la France de Napoléon Ier, que nous avons déjà étudiée au cours des séances précédentes, en quoi cette oppression provoque-t-elle l'éveil brutal du sentiment des nationalités en Europe? Tatatin, gros suspense. Alors, pour commencer, et là je crois deviner chez certains d'entre vous un début de soupçon, d'ébauche de lassitude, encore la carte de l'Europe de la domination française, eh bien oui, de 1812. Eh bien oui, parce qu'on en a encore une fois besoin, mais rassurez-vous, ça sera quasiment la dernière fois. On en a besoin parce que nous avons besoin de situer dans l'espace l'éveil du sentiment des nationalités. Et si vous regardez la légende de votre carte, il s'agit des éclats en rouge vif. Tout à l'heure, je parlais de bombes qui ont éclaté à la figure Napoléon Ier. C'était une image, mais c'était une bonne image, sinon je ne l'aurais pas employée. Et effectivement, ces oursins rouges qui parsèment la carte, alors je ne les ai pas tous mis, parce que sinon la carte serait devenue lisible, mais comme vous pouvez le voir, on en trouve dans le royaume d'Espagne, on en trouve dans le royaume de Naples, on en trouve dans la Confédération du Rhin, dans la Confédération helvétique. Bref, vous l'aurez compris, dans ces États sous protectorat, les États en vert pomme, c'est-à-dire ces États où la domination française est la plus stricte et la plus forte, puisque je vous le rappelle une dernière fois, ce sont les États qui sont militairement occupés, envahis si vous préférez, par la France, et à la tête desquels Napoléon a placé des marionnettes qui sont pour la plupart ses frères ou ses beaux-frères, et qui ne peuvent rien refuser à l'empereur des Français. Donc ce sont dans ces États où l'oppression française est considérée comme la plus insupportable, c'est là que vont éclater les soulèvements nationaux à l'origine de l'éveil du sentiment national en Europe. Alors, si vous avez été attentif,
Il y a une exception, hein, il y a toujours une exception à la règle, sinon il n'y a pas de charme. L'exception, je vous laisse quelques secondes pour la trouver, parmi les États vassaux, les États sous protectorat, vous l'avez trouvé, c'est le Grand-Duché de Varsovie. Et je vous expliquerai pourquoi, d'ailleurs, cette exception, et justement, elle est liée justement à la question des nationalités et du sentiment national. Alors, repartons de ce que nous savons déjà, réinvestissons nos connaissances de la séance précédente. Au départ, l'histoire était belle, peut-être trop belle, justement, pour être vraie et pour durer, mais au départ, les Français sont vécus par les Européens comme des libérateurs. Hein, je vous le rappelle, la Convention nationale a décrété que les soldats français venaient apporter la paix, bon, par la guerre certes, mais venaient apporter la paix, la liberté et l'égalité aux peuples européens. Et effectivement, l'allemand Goethe, le très célèbre, le très grand allemand et surtout poète allemand Goethe, exprime ce sentiment de joie qui étreint les Européens à l'arrivée des Français. Il nous le décrit dans un poème assez connu dont je vais vous lire la traduction. Puis ce fut la guerre, et des colonnes de Français armés s'approchèrent. Ils avaient l'âme exaltée. Donc on est dans les années 1792-93, la Révolution française, la République. Gaiement, ils plantèrent des arbres joyeux de la liberté. Bon, ça nous rappelle la gravure de Mayence que nous avons décortiquée ensemble lors de la séance précédente. Promettant à chacun de respecter ce qui lui appartenait et à chacun de lui laisser son gouvernement propre. Autrement dit, les Allemands régleraient les affaires, les États allemands ils seraient libres, indépendants. Ainsi, les Français triomphants conquirent d'abord l'esprit des hommes et séduisirent le cœur des femmes. Et le poids de la guerre était faible car l'espérance semblait immense. Donc ça commence bien. Mais malheureusement, il n'y aura pas de happy end à cette histoire d'amour naissante entre les Français et les Européens. Et Johann Goethe, Wolfgang Goethe, nous explique pourquoi. Cependant, le ciel se troubla bien vite. Une race corrompue, indigne de faire le bien, se disputa les avantages du pouvoir. Alors là, il faut s'interroger. De quelle race corrompue, indigne, parle Goethe? À votre avis, de qui parle-t-il? Eh bien, il parle des Français. Les Français qui, sous couvert de libérer les Européens, en réalité les oppriment et les pillent. Ils s'égorgèrent entre eux. Ça, c'est une allusion à la Révolution française, à la guerre civile, parce que c'est pas ce qui manque, hein, les exemples entre les Vendéens et les Républicains, entre les révolutionnaires fédéralistes et les révolutionnaires montagnards. Bon, donc, ils sont tellement sanguinaires, ces pauvres Français, qu'ils s'égorgent entre eux, et opprimèrent leurs voisins, leurs nouveaux frères, c'est-à-dire les Européens. Et nous les Allemands, les vîmes, les Français, et nous, Allemands, vîmes les Français se livrer au pillage. Excessive était notre détresse, et chaque jour croissait l'oppression. Personne n'entendait nos cris de désespoir. Ils étaient les maîtres. Ils, ce sont les Français. Et si vous avez un peu de mémoire visuelle, vous vous rappelez peut-être cette gravure de ce ridicule petit Bonaparte, avec des bottes bien trop grandes, en train de piller Rome pour remplir les caisses françaises. Bon, et ben voilà, on en est là. Et du coup, les Allemands commencent par hurler au désespoir, et puis après, Goethe nous le décrit encore, dans ce texte qui date de 1797. Alors une fureur sauvage s'empara de nos hommes. Nos hommes, c'est les Allemands, toujours. Ils voulurent défendre ce qui leur restait. Ce que les Français n'avaient pas encore volé, quoi, ou détruit. En un clin d'œil, les paisibles instruments des champs se changèrent en armes,
la fourche et la faux dégoûtèrent de sang. Dégoulinèrent, si vous préférez, de sang. Et vous l'aurez compris, le sang des Français. C'est-à-dire que si on était encore à l'époque du Moyen-Âge, Goethe serait en train de nous décrire une jacquerie, une révolte des paysans contre leurs seigneurs. Et là, les seigneurs, c'est les Français. Et ce que Goethe a mis en parole, en texte, eh bien, Francisco de Goya, lui, il a mis en image, à travers cette série de gravures toutes plus horribles les unes que les autres, intitulée Les désastres de la guerre d'Espagne, mettant aux prises les Espagnols face aux envahisseurs français, dans cette guérilla entre les deux, pour employer le mot de Goethe, les deux races, les deux peuples. Et dans cette guerre, aussi bien chez les Espagnols que chez les Allemands que chez les Français, on ne fera pas de quartier, on ne fera pas de prisonniers. C'est une lutte à mort entre les Européens et les Français. Et puisque je viens de parler de Goya, il serait dommage de ne pas évoquer donc le premier des deux tableaux, puisqu'en histoire des arts nous avons évoqué El Tres de Mayo, ça serait dommage de ne pas évoquer son jumeau, le Dos de Mayo, qui nous évoque les causes même, les origines de la révolte des Madrilènes, qui vont mettre le feu, pas uniquement à Madrid, mais à toute l'Espagne. Et bien, c'est tout simplement parce que Napoléon, il faut le reconnaître, s'y est très mal pris avec les Espagnols. Il a une responsabilité très forte. Pourquoi? Et bien, tout simplement parce que tout est lié. Comme le Portugal ne respecte pas le blocus continental, et pour cause, puisque le Portugal est un allié du Royaume-Uni et qu'il est en guerre contre Napoléon. Eh bien, Napoléon doit punir le Portugal. Pour dire les choses plus simplement, il doit l'envahir. Comme la marine de guerre française, elle est inexistante, Napoléon, il est obligé d'envahir de manière terrestre le Portugal. Donc après, il n'y a pas besoin d'être un génie de la géographie pour comprendre que pour aller de France au Portugal, il faut passer par l'Espagne. Donc Napoléon va faire passer les troupes françaises par l'Espagne. Présenté comme ça aurait pu passer. Si les Français s'étaient comportés correctement, s'ils n'avaient pas multiplié les pillages et autres, ça pouvait passer. Mais ce qui ne va pas passer, c'est que pour être certain que les Français seront bien accueillis en Espagne, Napoléon va renverser le roi d'Espagne et va le remplacer par son frère Joseph. Joseph Bonaparte, qui d'ailleurs n'avait rien demandé, surtout pas à devenir roi d'Espagne, puisqu'il était déjà très heureux, couler des jours paisibles à Naples, puisqu'il était roi de Naples, et Napoléon l'a fait partir de Naples pour l'installer sur le trône d'Espagne, et croyez-moi, Joseph, il y a beaucoup perdu au change. Parce que du coup, c'est ça la véritable raison de la révolte espagnole, c'est que les Espagnols, ils n'acceptent pas que les Français dirigent le pays. Alors qu'en plus, ce 2 mai 1808, des soldats français viennent enlever le fils qui est encore un enfant, le fils du roi d'Espagne qui a été chassé du pouvoir, qui viennent le kidnapper, que l'enfant qui ne connaît pas ces drôles d'individus en uniforme se met à hurler, se met à pleurer, eh bien ça va être le signal de l'insurrection. Toutes les cloches des églises de Madrid se mettent à sonner le tocsin, à sonner l'alarme, et c'est le signal du massacre. C'est-à-dire que tout ce qui ressemble de près ou de loin à un Français, et qui porte un uniforme français sur le dos, et qui a le malheur de se retrouver isolé, sans défense, au milieu de la foule, eh ben, va être impitoyablement massacré. Et ça tourne à la mêlée furieuse, c'est la fameuse charge des Mamelouks, l'autre nom du tableau du El Dos de Mayo. Parce qu'au fond, à cause des Français,
Ben, les Espagnols se sont rendus compte que oui, les Madrilènes, c'est pas les Catalans, c'est pas les Basques, les Espagnols sont fondamentalement différents entre eux, ils parlent pas tout à fait la même langue espagnole, comme vous avez dû l'apprendre en cours d'espagnol. Bon, ils ont quand même des points communs aussi, hein, la religion catholique, et puis surtout, ils ont le sentiment d'avoir dorénavant un ennemi commun en tant qu'Espagnols, et cet ennemi commun, c'est le français. C'est ça l'éveil du sentiment national. Et la France en est le responsable, et la France de Napoléon Ier va le payer cher. Alors je vous entends déjà me dire ouais mais bon les Espagnols c'est des Méditerranéens, ils ont le sang chaud, ils s'énervent facilement, mais c'est que ce scénario va se retrouver chez les Suisses qui sont réputés pour être bien plus flegmatiques, bien plus calmes, moins énervés, et ça va se vérifier aussi chez les Allemands. Et la preuve avec une autre révolte assez célèbre qui a posé bien des problèmes à Napoléon Ier, ça a été la révolte des Tyroliens d'Andreas Hofer. Alors, on va lire ensemble le texte qui accompagne cette gravure. Écrasé lors de la bataille d'Austerlitz en 1805, l'empereur d'Autriche avait dû céder le comté du Tyrol aux alliés bavarois de Napoléon. Ce territoire autrichien était rentré dans la confédération du Rhin. Mais les Tyroliens, à qui Napoléon n'avait rien demandé, ont rejeté l'annexion bavaroise et se révoltent. Et ils se révoltent d'autant plus facilement qu'ils sont poussés à se révolter par l'empereur d'Autriche qui n'a pas renoncé à récupérer le Tyrol. Donc il ne peut pas envoyer l'armée autrichienne qui s'est fait ramasser à Austerlitz, il ne peut pas l'envoyer au secours des Tyroliens parce que l'Autriche n'a pas envie d'être écrasée une deuxième fois par Napoléon. Mais l'empereur d'Autriche finance, arme les Tyroliens en révolte contre les Bavarois et contre les Français. Et vous avez un chef, comme toujours, qui va prendre la tête de la résistance tyrolienne. C'est un aubergiste de métier, un certain Andreas Hofer, qui est au centre du tableau que vous avez sous les yeux. Hofer va créer une Landsturm, qu'on traduira en français par l'armée populaire, une armée du peuple. Et cette armée du peuple va poser bien des soucis aux Bavarois, mais aussi aux Français, puisqu'Andreas Hofer va s'emparer d'Innsbruck, la capitale du Tyrol. Andreas Hofer va même se proclamer régent du Tyrol, c'est-à-dire une sorte de roi par procuration du Tyrol, jusqu'à ce qu'il finisse par être capturé et fusillé par les Français sur ordre de Napoléon Ier, en février 1810, mais Napoléon Ier aura été obligé d'envoyer beaucoup d'hommes et de faire preuve d'une grande violence pour écraser, pour étouffer dans l'œuf cette résistance tyrolienne. Et encore aujourd'hui, Andreas Hofer est considéré comme un héros national. Dans le Tyrol, bien sûr. Voilà, si vous regardez la carte de l'Europe dominée par la France en 1812, vous verrez à l'intérieur du cercle rouge, vous verrez la région du Tyrol, qui se trouve donc intégrée à la Confédération du Rhin et à la Bavière allemande, et qui faisait partie, avant le traité de paix de Presbourg, de l'Empire d'Autriche. Le traité de Presbourg, imposé à l'Autriche par Napoléon Ier après le désastre de la bataille d'Austerlitz. Désastre autrichien et brillante victoire française, je vous le rappelle. Alors du coup, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas attendre la fin de la séance pour faire notre exercice habituel.
Nous allons le faire dès maintenant puisque je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire travailler cette image qui nous présente donc le Tiroler Landsturm, l'armée populaire du Tyrol, un tableau de Joseph Corr qui date de 1819, donc qui est postérieur aux événements, qui est postérieur à la mort d'Andreas Hofer. Et donc aujourd'hui encore, si vous voulez admirer l'original du tableau, vous pouvez vous rendre au musée Hofer, qui porte donc son nom, à Innsbruck. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander d'associer chaque élément de la légende au carré vierge que j'ai disposé sur la toile du tableau. Donc, mettez-moi sur pause le temps de faire tranquillement le travail et je vous dis à tout de suite pour le corriger. Bon, si vous avez bien ouvert vos yeux et si vous avez été bien attentif, l'exercice n'a pas dû vous poser beaucoup de problèmes. Donc, on aperçoit en arrière-plan les Alpes tyroliennes qui nous montrent que Français et Tyroliens vont se massacrer dans une zone très montagneuse, très difficile d'accès, où les facultés de dresser des embuscades seront nombreuses, et ça va naturellement avantager les autochtones, autrement dit les natifs. Les Tyroliens jouent à domicile, et ça explique pourquoi ils vont mener la vie tellement dure aux Français, qui eux, évidemment, ne connaissent pas du tout la région. Ensuite, il est au centre du tableau puisqu'il est le héros, le martyr de la cause tyrolienne, l'aubergiste Andreas Hofer, entouré par donc le Landsturm. Alors juste derrière lui, il le montre de sa main le drapeau du Tyrol libre, indépendant des Français. Donc il y a cet éveil du sentiment national tyrolien qui est matérialisé par ce drapeau bicolore vert et blanc, et qui est la raison pour laquelle les Tyroliens sont prêts à mourir s'il le faut. On aperçoit à côté du drapeau un excité avec une belle barbe rousse qui tient dans une main un crucifix et dans l'autre un sabre. Et bien oui, c'est un moine, parce que les églises vont jouer un rôle majeur dans l'éveil du sentiment national anti-français, anti-napoléonien. Et si vous avez été attentif, tout à l'heure je vous ai dit que ce sont les églises de Madrid qui ont donné le signal du massacre du El Dos de Mayo en sonnant le tocsin dans toute la ville. Et ça n'aurait pas été possible si les prêtres n'avaient pas été d'accord pour actionner les cloches. Les églises vont prendre fait et cause contre Napoléon, contre l'occupation française, et on pourrait se dire qu'il y a une contradiction à être un homme de Dieu qui doit normalement respecter les 10 commandements, et le premier d'entre eux est le célèbre « tu ne tueras point ». Donc on peut se dire, là il n'a pas tout compris le moine. Oui, mais on est dans une logique de croisade, de guerre sainte. Les Français sont le diable, les Français sont l'ennemi non seulement des Européens, mais sont les ennemis du Christ, les ennemis de Dieu. C'est pas pour rien, encore une fois, que Goya a représenté son fusillé dans une position de Christ sur la croix. Donc du coup, on est dans une logique de croisade, disais-je. Tuer un ennemi de Dieu, tuer un infidèle, un mécréant, comme diraient les musulmans, eh bien, ça n'est pas un crime, bien au contraire, c'est même un devoir. Et d'ailleurs, on va le voir dans le document d'après. Et donc, du coup, tout le monde participe à ce devoir. Quand je dis tout le monde, bien entendu les hommes. Mais
même les femmes, hein, puisque le repère 6 vous montre des femmes, alors des femmes qui se battent avec les moyens du bord, hein, quand on est une fermière, et ben, avec une fourche, au lieu de ramasser du fumier, on peut transpercer un Français. Si on a eu la bonne fortune de s'emparer du mousquet, enfin du fusil, si vous préférez, d'un Français, eh ben on va pouvoir ensuite s'en servir pour tirer sur d'autres Français. On s'équipe comme on peut, on n'a pas vraiment d'uniforme, mais on a un drapeau, on a un chef et on a une raison de se battre. C'est l'éveil du sentiment national. Et du coup, ben, les Français n'ont qu'à bien se tenir. Et dans son tableau, Joseph Corre nous fait comprendre que les Français ont été vaincus, puisqu'on vous présente le cadavre d'un soldat français, et surtout la symbolique de l'aigle impérial, hein, un peu la même que celle que les légionnaires romains avaient dans l'Antiquité, sauf que là c'est l'aigle impérial napoléonienne, l'aigle impérial est brisé. Et quand je vous disais tout à l'heure que les révoltes nationales qui éclatent un peu partout dans l'Europe dominée par les Français prennent des accents, des allures de croisade, autrement dit, si vous préférez, rappelez-vous votre programme de 5e, de guerre sainte, eh bien, c'était pas une exagération de ma part. La preuve, en images, donc avec L13 des maillots de Francisco Goya, bon je ne reviens pas sur l'explication, rassurez-vous, hein, je vous renvoie à la séquence d'histoire des arts, troisième séance de la séquence, mais laissons la parole à un Français qui a fait la guerre d'Espagne, hein, qui en a survécu d'ailleurs, hein, et qui a été très marqué par le fanatisme religieux des Espagnols, hommes, femmes et enfants, et qui nous en donne la raison. Lisons ensemble son témoignage. Toutes ces populations étaient soulevées contre nous, nous les Français. Des moines, des prêtres marchaient le crucifix à la main, à la tête des bandes. Nuire d'une manière quelconque à nos armées était un acte méritoire, envers Dieu. Assassiner un Français, une œuvre patriotique, un cas d'absolution des péchés. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais quand le pape Urbain II, dans son appel à la croisade en 1095 du côté de Clermont, incitait les fidèles chrétiens à aller récupérer le tombeau du Christ et à chasser les musulmans, pour les motiver, ce pape Urbain II promettait aux fidèles chrétiens, leur promettait le paradis, c'est-à-dire le pardon absolu de leurs péchés. Et bien là, c'est exactement le même mécanisme, sauf que vous avez plus de 700 ans qui se sont écoulés entre les deux, mais c'est la même idée. Tuer un Français n'est pas un crime, au contraire, c'est un acte qui peut vous conduire au paradis. Et quand on est un catholique espagnol, croyez-moi, ça a de la valeur cette promesse. Et même Goya, qui n'était pas très porté sur la religion, s'en est fait l'écho à travers L13 des maillots. Ces principes étaient écrits dans le catéchisme, mis entre les mains des femmes et des enfants. Et bien oui, quand on est un enfant, on peut aussi contribuer à tuer des Français. L'empereur, c'est-à-dire Napoléon Ier, y a été dénoncé comme un monstre, un envoyé de Satan. Il y a des caricatures très célèbres en Angleterre où on vous présente Napoléon comme le fils du diable. Et Napoléon va gagner un surnom peu enviable auprès des Européens. On le surnomme l'ogre français ou, quand on se rappelle ses origines, l'ogre de Corse. Toutes ces bombes qui éclatent successivement ou simultanément à la figure de Napoléon Ier sont donc l'expression de la colère des Européens. Alors il y a une exception, je vous l'ai dit, ce sont les Polonais du Grand-Duché de Varsovie qui sont tellement heureux que Napoléon ait
reconstruit leur pays, puisque le peuple polonais existait toujours, mais quelques années avant la Révolution française, la Pologne avait disparu. Donc les Polonais sont tellement heureux que Napoléon ait reconstruit leur pays qu'ils ne vont pas se révolter contre la France. Mais c'est véritablement l'exception qui confirme la règle et que j'avais souligné en début de séance. Alors, toutes ces révoltes sont évidemment très embêtantes parce qu'elles obligent Napoléon à aller éteindre les incendies les uns après les autres, parce que c'est autant de contestations violentes de sa domination, mais chaque incendie n'est pas suffisamment dangereux, même le plus important d'entre eux, c'est l'incendie espagnol, ils ne sont pas assez dangereux pour remettre en cause la domination exercée à l'échelle continentale par l'empereur des Français. Mais les choses ont changé après le désastre de la campagne de Russie. Alors je vous rappelle qu'en histoire, le mot campagne, c'est pas les champs avec les vaches au milieu et les oiseaux qui font cuit-cuit dans les arbres. Hein. Une campagne, c'est une série de batailles. Rappelez-vous la campagne d'Italie, de Bonaparte ou la campagne d'Égypte. Alors là, en 1812, Napoléon va s'attaquer à l'empire russe du tsar de l'empereur Alexandre Ier pour punir ce dernier, entre autres choses, de ne pas respecter le blocus continental et de faire du commerce avec le Royaume-Uni, ce qui empêche donc Napoléon d'étrangler commercialement les Britanniques. Donc pour punir le tsar, Napoléon s'attaque à l'Empire russe, il attaque à l'été 1812 et il s'enfonce dans le territoire russe et il va aller d'ailleurs jusqu'à s'emparer de Moscou, qui n'est pas la capitale de l'Empire russe, mais qui est une des villes les plus importantes. Et il part avec une armée absolument monstrueuse, qu'on appellera la Grande Armée, puisqu'elle comporte plus de 650 000 hommes. Alors évidemment, il n'y a pas que des Français, loin s'en faut. En fait, c'est une sorte de grande coalition avec des Polonais par exemple, mais aussi des Italiens, des Allemands, enfin bref, des soldats venus de tous les États sous protectorat français, c'est-à-dire ces États qui sont en vert. Bon, sauf les Espagnols, puisque les Espagnols sont en révolte. Mais l'aventure va très très mal tourner parce que Napoléon a oublié un facteur important, c'est l'hiver russe. Et là, je passe les détails, mais il va faire marche arrière, il va faire demi-tour, et là ça va être la campagne de Russie va devenir la retraite de Russie, c'est l'image en bas de votre diapo, et là l'armée française meurt littéralement de faim, de froid, enfin ça ressemble plus vraiment à une armée, et les effectifs de l'armée, la grande armée, vont fondre comme neige, si je puis dire, au soleil, puisqu'on estime que seuls une dizaine de milliers de soldats sont encore en état de se battre quand Napoléon quitte l'Empire russe et se réfugie dans le Grand-Duché de Varsovie qui avait constitué sa base de départ. Donc en quelques mois, Napoléon subit sa défaite sans doute la plus cuisante. Alors elle est ponctuée par une bataille célèbre, la bataille dite de la Bérésina, c'est le tableau du haut, où les Français doivent absolument franchir cette petite rivière qui est gelée, sous le tir des canons russes, et les Français vont être obligés donc d'abandonner tous les chariots, les canons, les blessés, enfin tout,
pour pouvoir franchir les ponts de la Bérésina. Et le mot Bérésina est rentré dans le vocabulaire français quand on parle d'un désastre. Je sais pas moi, si par exemple, quand le Paris Saint-Germain il y a quelques années a été éliminé par le FC Barcelone 5-1, la fameuse remontada, on a pu parler à cette occasion d'une véritable Bérésina. Et ce terme date de la retraite de Russie de 1812. Et ça va changer fondamentalement les choses. Parce que du coup, Napoléon, je parlais d'incendie pour les révoltes nationales en Europe, le pompier Napoléon, il n'a plus suffisamment d'eau dans son seau pour éteindre les incendies. Bon, autrement dit, il n'a plus suffisamment de soldats pour écraser les révoltes les unes après les autres. Ce qui va permettre aux Européens de s'associer dans une nouvelle ligue, dans une nouvelle coalition. Ça sera la 6e. Et au cours de cette coalition va se dérouler une bataille majeure, la bataille dite de Leipzig, qu'on va surnommer la bataille des nations, parce que au cœur de l'Allemagne, les peuples allemands vont se liguer contre Napoléon. Alors il y a une certaine ingratitude, Napoléon qui voulait apporter aux Allemands le bien-être, la paix, la liberté, rappelez-vous la lettre à son frère Jérôme, ces Allemands rejettent les cadeaux de l'empereur Napoléon et mordent la main qui leur a proposé ces cadeaux. Et cette bataille, une gigantesque bataille qui dure 3 jours du 15 au 19 octobre 1813, bon peu importe, ça il ne faut pas le retenir, et Napoléon est vaincu lors de cette bataille des nations. On voit sur cette caricature d'époque un casse-noisette, c'était un jouet à l'époque avec une mâchoire articulée qui, comme son nom l'indiquait, servait à briser les noisettes. Vous avez l'ogre napoléonien qui se brise les dents sur la noisette que représente Leipzig. Et Leipzig, c'est plus qu'une ville. Leipzig, c'est le sentiment national allemand. Les peuples se sont révoltés contre l'empereur des Français et sont en train de triompher de lui. C'est ce que montre aussi cette gravure allégorique. C'est pas Marianne pour une fois, non, c'est Germania. Germania, ça serait un peu la Marianne allemande. Cette allégorie des peuples allemands, puisqu'ils sont fragmentés en de nombreux États, en de nombreuses frontières, puisque la Confédération du Rhin est un véritable puzzle, et vous avez le mythologique héros Hermann qui vient briser les chaînes de Germania, et au premier plan, donc là cette gravure représente le champ de bataille de Leipzig, on voit des cadavres à l'arrière-plan, mais au premier plan on aperçoit à nouveau, comme pour le tableau représentant Andreas Hofer, on aperçoit une aigle impériale française brisée. Toujours le même symbole. Les Européens prennent leur liberté. Alors, on en a fini ou presque avec la séance qui a été riche en événements. On ne pourra pas dire que la France et les Français auront eu le beau rôle au cours de cette séance, mais il faut l'accepter, c'est comme ça. Ça fait partie de notre histoire, nos relations compliquées avec les Européens. Ça peut expliquer d'ailleurs pourquoi encore parfois vous entendez les Européens dire « ouais, les Français, ils veulent nous dominer, et ce sont des gens arrogants qui croient avoir raison à la place des autres ». À quoi ça tient? Ça tient aussi à l'histoire et ça tient aussi aux souvenirs, même si évidemment aucun Européen d'aujourd'hui n'a connu évidemment l'occupation française. Elle a quand même marqué durablement les mémoires, pas uniquement les tableaux, les arts. Et les Européens savent que les Français ont tendance à vouloir dominer l'Europe. C'est comme ça.
Donc le repère que je vous invite à découvrir aujourd'hui, ben, c'est celui des 2 et 3 mai 1808, hein, la révolte des Espagnols contre l'occupation française, le début de la guerre d'Espagne, mise en image par Francisco de Goya. Et donc, pour que le visionnage de la séance soit efficace jusqu'au bout, je vous invite à lire, à prendre connaissance de la leçon, si possible l'apprendre, pour que ça vous soit utile et que nous puissions la prochaine fois en terminer avec cette séquence. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture, un bon apprentissage, et je vous dis à bientôt. Salut les quatrièmes!